à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode d'Impulsion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme au parcours exceptionnel, le docteur Patron Isabelle. Depuis 20 ans, elle est une figure incontournable dans le domaine de la logistique et de la mécanique, des secteurs où elle a su se démarquer par son expertise et son engagement. Au fil de cette discussion, nous allons explorer les moments clés de sa carrière, ses plus grandes réalisations, mais aussi les défis qu'elle a su surmonter pour s'imposer dans un environnement souvent perçu comme masculin. C'est une véritable leçon de résilience, d'innovation et de leadership que nous avons hâte de partager avec vous. Que vous soyez un professionnel du secteur ou simplement curieux d'en apprendre plus sur ces métiers, cet épisode vous promet des perspectives nouvelles et inspirantes. Ensemble, nous allons donc découvrir les leçons tirées de 2 décennies d'expérience et les conseils précieux que Dr. Patron souhaite partager avec nous. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et accueillons notre invité du jour, Dr. Patron. Docteur, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Kamer, bonjour à tous, le plaisir est mien. Ouais, ok. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de ce qui vous a conduit il y a 20 ans, ou il y a plus de 20 ans, disons, avec les années de formation, à choisir ce chemin professionnel ou cette filière si unique? Alors, merci Kamer pour la question posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas choisi cette filière, elle s'est imposée à moi à 2 titres. Premièrement, au Cameroun, on fait ce qu'on voit, pas ce qu'on veut. Ok. Donc, j'ai fait le concours, je Mhm. l'ai eu, je me suis inscrite. Au Ok. premier titre, ou au second si vous le préférez, cette filière m'a été inspirée par mon feu père, paix à son âme. C'est un ingénieur polytechnicien qui, lorsqu'on était plus petite, commençait à nous parler de la maintenance, nous expliquait un peu son métier. J'ai pris goût, le virus m'a attrapé et j'ai décidé de faire comme lui. Donc, lorsque j'ai eu mon bac en 2002, l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie et voilà comment je me retrouve à être dans un milieu dit d'hommes, comme vous l'avez si bien précisé. Wow, wow, merci. Déjà, on souhaite un repos paisible hein, à votre papa qui, on comprend clairement qui a été un mentor hein, et qui reste hein, un mentor pour vous. Donc, merci pour ces éclaircissements sur vos débuts et les fondements de votre passion. Hein. Maintenant que nous comprenons mieux d'où tout a commencé, j'aimerais que nous nous penchions sur vos réalisations et les grands moments de votre carrière. En 20 ans, certainement, vous avez sans doute traversé des défis de taille et accompli des projets dont vous pouvez être très fiers. Alors, pouvez-vous nous parler des plus grandes réalisations qui ont marqué votre parcours et aussi des obstacles que vous avez dû surmonter? Alors, pour parler de mon parcours, il faudrait que je le décrive un tout petit peu. OK? 20 ans, c'est beaucoup, mais pas assez, car en effet, je n'ai même pas encore 40 ans. Ça peut surprendre certains. Alors, j'ai eu l'opportunité, disons, de faire une formation où il fallait faire un stage d'apprentissage par alternance. OK. Donc, il y a 20 ans de cela, j'ai eu l'opportunité de commencer mon stage dans une multinationale de la place, dans leur garage, un atelier essentiellement dédié à la mécanique, à la maintenance du matériel de manutention portuaire. Mhm. Alors, j'y passe 2 ans, 3 ans, autant pour moi en tant que stagiaire. Donc, les 3 ans de stage, je les mets à mon actif, car en effet, il y avait beaucoup de pratiques, beaucoup de maintenance. Et à l'issue des 3 ans de stage de formation par alternance, j'ai l'opportunité d'être retenue dans cette structure. Je me dis, je vais calculer, je vais travailler quelques années, le temps de, entre guillemets, rembourser la formation, qui a été financée à 100% par cette structure. Wow.
Donc, je me dis, je travaille quelques années par reconnaissance, Mhm. histoire de rembourser, voilà, la formation qui a été payée par mon employeur. Mhm. Je travaille et en grandissant, en travaillant, je prends goût, je m'attache à la structure, à ses valeurs. L'entreprise s'attache à moi, je suppose également. C'est peut-être pour ça que je suis encore là. Et également, il continue à me payer des formations, à me faire grandir, à me confier des responsabilités. C'est ainsi qu'en 2014, j'ai l'opportunité d'être un des plus jeunes directeurs de cette structure parce que j'avais moins de 30 ans. Et à l'époque, il était extrêmement rare de voir des gens de moins de 30 ans accéder à ce type de fonction. Donc, c'était il y a 10 ans. Ouais. Donc, j'occupe un poste de directeur. Vous imaginez, je pars de stagiaire à directeur. Wow. Alors, dans la structure, je commence à travailler, je suis mes formations. Et au bout d'un moment, il y a une problématique qui se pose. Et chaque fois qu'il y avait un problème, soit l'entreprise finançait une formation pour m'aider à résoudre le problème, soit on m'envoyait faire des stages extrêmement pratiques pour que je cerne les choses. Donc, ça m'a permis de faire le tour de la logistique. Okay. Pendant cette période, donc, il y a un problème qui se pose et on me demande de mener une sorte d'étude. Et comme ça, en passant, mon directeur général de l'époque me dit, mais Isabelle, l'étude que tu mènes, ça peut faire l'objet d'une thèse. Il le dit certainement en blaguant, mais il ne savait pas qu'avec moi, on plaisante très peu avec ce genre de sujet. Alors, je demande l'autorisation parce que c'est bien d'associer l'employeur à ce genre de démarche. Je demande l'autorisation pour m'inscrire en thèse de doctorat. Je suis soutenue par l'entreprise et c'est comme cela que je soutiens ma thèse de doctorat en 2019 Wow. en management des organisations. Le premier côté, c'était pour résoudre la problématique, mais le deuxième, c'était vraiment pour que je m'implique davantage sur la gestion des terminaux à conteneurs. Alors, dans cette structure, j'ai eu l'occasion de faire, c'est une entreprise de logistique, transport et logistique, mais j'ai eu l'opportunité, grâce à la confiance accordée, de faire tous les aspects de cette structure. Donc, j'ai fait le transport et la logistique, j'ai fait le terminal à conteneurs, j'ai fait le rail, et aujourd'hui, je me retrouve au parc à bois. Ce qui m'a donné une vision à 360 degrés de l'activité de l'entreprise et les garages, c'est-à-dire toute la flotte et le parc matériel de cette structure sur le Cameroun. Après, j'ai eu à faire des stages aussi à l'extérieur, des stages de perfectionnement et des stages de benchmark. Il est important de savoir qu'on ne réinvente pas forcément la roue. La problématique que vous trouvez aujourd'hui peut avoir déjà eu une solution qui a été implémentée ailleurs. Je sais que le technicien en général est très fier. Il a une énorme fierté, mais il faut arrêter parfois l'acharnement technique et essayer d'aller au plus simple. Parce qu'il y a aussi la notion de coût qui s'intègre. Lorsqu'on fait la mécanique de base, on veut à tout prix accomplir ce qu'on appelle la prouesse mécanique. On veut être celui qui aura apporté une solution, celui qui aura dépanné. Maintenant, quand on grandit en management, on intègre la notion de coût. À quel coût? Si le coût n'en vaut pas la peine, parfois c'est tout simplement mieux de remplacer l'équipement et d'en acheter un autre. Donc, c'est ce qu'il est intéressant de voir dans nos métiers, c'est qu'on touche à presque tous les secteurs. Lorsque, par exemple, vous voulez faire des travaux d'infrastructure, il vous faut faire des contrats. Donc, il y a la partie juridique qui s'intègre, il faut monter les budgets, il y a la partie coût, il y a la partie contrôle de gestion parce que vous devez piloter votre budget. Il y a la partie gestion des stocks, il y a la partie optimisation, suivi des KPI. Donc, vous vous rendez compte que finalement, même si vous avez embrassé la mécanique au départ, vous vous retrouvez un peu dans tous les domaines. Et ça, c'est ce qu'il y a de vraiment passionnant dans notre métier. Donc, on parle que c'est absolument transversal pendant la réalisation et il faut toucher un peu aux différents domaines. Et vous avez parlé des coûts, des coûts lorsqu'on est face à une réalisation, surtout des grandes réalisations. Et comment faites-vous pour optimiser ces coûts-là, pour faire cette prouesse technologique? Alors, afin d'optimiser les coûts, il faut déjà les connaître. Il faut avoir la base, il faut avoir la sensibilité de savoir, par exemple, à quel coût je peux acquérir un équipement, une pièce. C'est plus de la curiosité. Le technicien, lui, il a l'habitude de se dire, non, moi, je dépense juste ou bien je répare juste et je ne cherche pas à savoir. Ça, c'est le travail des financiers. Non, c'est notre travail. Lorsque vous avez votre véhicule personnel ou votre équipement, il est important de savoir combien ça coûte, même vos ustensiles de cuisine à la maison. Il faut savoir combien ça coûte.
qu'est-ce que ça coûte de les nettoyer, de les entretenir, etc. Et parfois, je prends le cas des moulinex ou des moteurs pour écraser les condiments lorsque vous les avez. Parfois, ça coûte plus cher de les réparer que d'en acheter un neuf. Si le technicien vous dit, Madame, ça va vous coûter 30 000 pour réparer, comprenez qu'à ce moment, il faut simplement le mettre de côté et en acheter un autre. Ça, c'est une vision à la petite échelle. Donc, imaginez maintenant, lorsqu'on entre dans des équipements à gros coûts, c'est exactement de ça dont il s'agit. Okay. Wow. Et en termes de difficultés, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Je pourrais dire quelles difficultés je n'ai pas eues. J'ai eu les conflits de genre. Voir les dames dans notre domaine, c'est compliqué. Et oui, je suis passée par là. Les gens ne comprennent pas comment une jeune dame peut être directeur technique. Ça, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas accepter. J'ai eu les conflits générationnels où vous avez des anciens rompus à la tâche qui voient une jeune qui débarque avec les dents longues, qui raie le parquet, une jeune très ambitieuse. On se dit, mais celle-là, d'où est-ce qu'elle sort? J'ai eu les conflits, malheureusement, de race, où voilà, race et ethnique, hein, je les mets au même titre parce que c'est exactement les mêmes problématiques. À des échelles différentes. À des échelles différentes, mais j'ai eu les deux. Donc, il y a ce problème culturel-là où quelqu'un se dit, mais est-ce que les Africains peuvent vraiment réaliser ci ou ça? Est-ce qu'on peut faire confiance? Vous avez aussi des gens qui se disent, écoutez, la région du Cameroun d'où elle sort, vraiment, c'est toujours eux qui font ci, qui font ça, c'est les privilégiés. Donc, du coup, pourquoi c'est toujours eux? On ne voit plus la compétence, on commence à se dire, eh ben, écoutez, on a voulu remplir des quotas, on s'est dit, bon, il faut peut-être mettre une femme au codir, c'est pour ça qu'elle est là. Parce que j'ai des directeurs qui m'ont carrément sorti cela un jour, en disant, oui, mais toi, tu es au codir parce qu'il fallait bien mettre une femme au codir. Voilà. Et par chance, c'est tombé sur toi. Et prenons, face à une situation comme celle-là, hein, où un directeur, c'est forcément un supérieur hiérarchique, et vous colle déjà ces clichés-là. Comment est-ce que vous réalisez? Ça peut aider plus d'un. Alors, il y a le self-control d'abord, éviter de sortir de ses gonds. Il y a des combats qu'il ne faut pas mener. C'est pas tous les combats qu'on mène. Il faut déjà voir si le combat en vaut la peine. C'est vrai, le Camerounais est quelqu'un qui n'est pas humble et très fier et qui va dire non, je le remets à sa place. Il faut déjà voir si c'est utile de remettre la personne à sa place. Sincèrement, si vous rencontrez un fou en route et que vous commencez à courir après lui, on va se dire, voilà, deux fous qui s'amusent ensemble. Voilà. Donc, parfois, il y a des gens pour lesquels il ne faut pas dépenser de l'énergie parce que ce genre de combat émotionnel et psychologique demande beaucoup d'énergie. Donc, parfois, il faut juste mettre de côté. Après, pour le reste, évitez de tomber dans le piège de la justification. Plus vous vous justifiez, plus ça aggrave ce que la personne pense. Donc, il faut juste rester hyper professionnel, travailler ses résultats et laisser les résultats parler pour vous. Il arrive que parfois on vous fasse une remarque qui est justifiée, qui vous pique au cœur, mais qui est quand même justifiée. Qu'est-ce que vous faites? C'est très simple, vous vous formez. La remarque est-elle objective? Si elle est objective, vous travaillez dans le sens. Et si elle ne l'est pas, parce qu'on n'est pas parfait, hein, on peut faire des erreurs, et quelqu'un choisit justement d'appuyer sur cette erreur-là. Comme on dit, il met le doigt sur la plaie. La personne choisit d'appuyer sur cette erreur, la mettre en avant. Vous voyez, on vous avait bien dit que mettre une femme, c'était trop prématuré. Elle est jeune, elle a encore du temps. Elle a de la marge de manœuvre, parce que ça aussi j'ai entendu. Elle a de la marge de manœuvre, donc voilà. Accordons-lui du temps. Pourquoi nommer trop vite? Ne nous précipitons pas. Vous faites une erreur et la personne dit, vous voyez, on vous l'avait bien dit, etc. C'est justifié. L'attitude de la personne est tout à fait justifiée et c'est de bonne guerre. J'ai un cousin à qui je fais un clin d'œil d'ailleurs qui dit souvent, la vie en entreprise, ce n'est pas le voir bébé. Donc, il faut comprendre qu'il faut s'armer de courage, de patience et avoir un mindset extrêmement fort. Les gens, parfois, vont vous dire, voilà, on ne vous a pas pris pour telle ou telle raison et vous allez tomber dans des considérations, la personnification, prendre les choses pour vous. Non, c'est de bonne guerre en entreprise. Kamer, je voudrais vous parler d'une situation qui m'est arrivée. Il y a quelques années de cela, avant même qu'on me propose au poste de directeur technique, j'ai constaté que pour faire des présentations, on consultait toujours ma collègue. À un moment, ça m'énervait. Et je vous assure, je suis, disons, carrément tombée dans le mood du genre, oui, c'est sûrement parce qu'elle est brune, c'est sûrement parce qu'elle est plus jolie que moi, c'est parce que ci, parce que ça.
Une fois que j'ai passé la phase de la frustration et de l'autoflagellation, j'ai fait ce qu'on appelle la remise en question. Très peu de gens le font. J'ai dit, mais OK, elle est plus belle, elle est ceci, on est d'accord. Pourquoi concrètement on ne t'a pas donné cette responsabilité? Qu'est-ce qui te manque? Et je suis allée voir mon patron de l'époque et je lui ai dit, écoutez, boss, je travaille très dur, je fais ci, je fais ça, mais je constate que c'est toujours l'autre que vous envoyez présenter. Il a dit, Isabelle, personne ne remet en doute ta compétence, on est d'accord. Sauf que tu as un souci, tu ne t'exprimes pas très bien. On a du mal à t'entendre, on a du mal à te comprendre et tu ne structures pas tes idées. Je lui ai dit, écoutez, si je travaille sur ma prise de parole en public, si je travaille sur ma structuration, si je travaille sur l'agencement de mes idées, est-ce que je pourrais faire les présentations? Il a dit, mais effectivement, c'est ce qu'on attend. L'avantage, c'est qu'on aura la personne détentrice de l'idée qui ira présenter. Vous savez, quand c'est pas vous qui avez travaillé sur un projet et vous le présentez juste, chaque fois qu'il y a une question, vous vous retournez vers la personne qui présente. Donc, lorsque c'est vous-même le propriétaire de l'idée qui présentez, tout le monde est bénéficiaire. Oui, ça devient plus facile. Donc, exact. J'ai dit à mon manager, c'est très simple. On prend un petit pari, un défi, vous m'accordez un temps, je travaille sur moi et je vais faire une ou deux présentations. Si elles se passent bien, je présenterai désormais mes propres idées. Si ça ne se passe pas bien, j'aiderai et j'accompagnerai ma camarade à présenter ses idées. Wow. Le défi a été pris, le pari a été tenu. Mais Kamer, je suis allée me former comme une lionne enragée. J'ai appris à m'exprimer. Les mimiques, la gestuelle, j'écoutais des podcasts, je me suis inspirée des grands auteurs, j'ai fait beaucoup de lectures, je me suis rapprochée des mentors, des coachs, je me suis rabaissée, j'ai travaillé avec ma collègue, j'ai dit, mais comment tu fais pour présenter? Qu'est-ce qui met en avant des idées? Elle aussi, elle a eu l'amabilité de me donner certains conseils. Et lorsque j'ai fait la toute première présentation, on a dit, Isabelle, écoutez, on va pas attendre d'autres présentations, désormais vous allez présenter. Et pas seulement vos idées, mais toutes les autres. Voilà comment on peut passer de zéro à héros en faisant ce qu'on appelle la remise en question. Éviter l'autoflagellation. L'autoflagellation, éviter les commérages, éviter les cercles de aide-moi à détester, les cercles de discussion. Voilà, et travailler à réellement s'améliorer. Parce que lorsque vous êtes réellement compétent, lorsqu'on vous déteste, quand on a fini d'épuiser tous les commérages, tout ce qui passe sur vous, à un moment donné, on n'a plus d'autre choix que de vous laisser travailler. Parce que, vous savez, la compétence, quand les entreprises sont vraiment bloquées et dos au mur, on a besoin de la personne qui va venir faire le travail. Ouais. Wow, merci. Ce partage est inspirant sur vos réalisations et les défis que vous avez affrontés. On constate qu'il y en a assez et vous avez su les affronter. Et ces expériences montrent à quel point le parcours est souvent semé d'embûches, mais aussi riche en leçons, parce qu'on apprend. Là. Bon, maintenant, vous l'avez si bien dit, très jeune, vous avez eu de très grandes responsabilités en tant que directeur technique. Ça veut dire il y a une équipe forcément à gérer, des personnes à gérer. Donc, à présent, j'aimerais explorer un autre aspect de votre carrière, cet aspect-là, votre rôle en tant que, je disais pas uniquement, je ne veux pas regrouper ça dans le terme directeur, en tant que leader et mentor. Comment avez-vous guidé vos équipes au fil des années et quelle est l'importance de votre impact sur ceux qui vous entourent? Merci, Kamer, pour cette question qui me va vraiment droit au cœur, parce que ça me donne l'opportunité d'évoquer la question du partage. Ouais, effectivement. Vous savez, c'est en partageant que l'on apprend. J'ai découvert cela à travers les cours de répétition que j'avais commencé à dispenser lorsque j'étais à Pointe-Noire au Congo pour mon premier cycle, mais également à travers les cours que je dispense. Parce qu'une autre casquette, c'est que j'enseigne. J'enseigne dans des IPES de la place. Je dispense des cours, que ce soit du côté technique, en management industriel, gestion des stocks, transport et logistique, ou même en management tout court, à travers la gestion de projets, management des équipes. Donc, j'enseigne dans différents modules. Ces enseignements-là m'ont permis de faire beaucoup de remises en question, mais aussi savoir comment appréhender les équipes. Effectivement, lorsque vos équipes viennent vous poser une problématique, si vous n'avez pas la bonne méthode ou la bonne pédagogie, vous ne pouvez pas leur transmettre le bon message.
Et c'est cette casquette d'enseignante et de partage qui m'a permis de savoir parfois comment travailler avec mes équipes. Les équipes, c'est exactement comme vos enfants à la maison. Les équipes sont inquiètes lorsque vous êtes inquiet. Donc parfois, je le dis souvent à mes équipes, il ne faut pas baisser le charisme. Même lorsque vous êtes super inquiet, même lorsque vous paniquez, il ne faut jamais paniquer devant les équipes et toujours les rassurer parce qu'au fond, eux aussi, ils sont inquiets et ils observent beaucoup le manager. Si vous vous contentez de leur dire, ils ne vont pas faire, il faut faire avec eux. Il faut prendre en compte leurs préoccupations. Il faut discuter avec eux. Il faut échanger. Et ce ne sont pas des enfants de cœur, hein, surtout les techniciens. Je crois que tous ceux qui sont dans le domaine technique vont me comprendre. Ce ne sont pas des enfants de cœur, donc parfois, il faut anticiper certaines de leurs réactions. Ce sont des gens aussi parfois qui aiment faire ce qu'on appelle cogner des têtes. Okay. S'ils se rendent compte, par exemple, que deux managers ne s'entendent pas, ne vous inquiétez pas, ils vont creuser le conflit. Ils vont s'assurer que cette mésentente perdure. Donc, parfois, vous pouvez ne pas vous entendre avec peut-être votre N-1 direct ou votre collaborateur direct, mais il ne faut jamais leur montrer cela. Il faut toujours afficher un visage uni, même si dans le fond, vous n'êtes pas d'accord. Vous discutez des points de divergence en privé et vous affichez les points d'accord en public ainsi que les félicitations. Les réprimandes, toujours, essayez de le faire en privé. Dans la gestion des équipes, je l'enseigne et je le pratique aussi. Il faut préserver la dignité humaine parce que chacun a sa dignité, chacun a son amour propre. Un père de famille ne peut pas laisser ses enfants et sa femme à la maison pour venir se faire insulter par un manager impoli et incompétent. Vous pouvez être incompétent, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'être à la fois impoli et incompétent. Donc, si vous avez laissé vos bonnes manières à la maison, ça vous regarde, mais de grâce, ne venez pas mépriser les gens au travail. Ça, les équipes ne le supportent pas. Maintenant, il faut rester professionnel. Restez professionnel. Ne pas faire dans la complaisance, mais restez professionnel. Vous pouvez exprimer votre mécontentement tout en étant posé et respectueux. Parce qu'il y a des managers qui, ça se voit dans les ateliers de l'ancienne époque, on les appelle des aboyeurs. Il se met là en haut de l'escalier et crie « Hé, toi, Camer, viens ici. Pourquoi est-ce que tu n'as pas tourné tel boulon? Pourquoi est-ce que la vis est descendue à tel niveau ?» C'est ce qui se faisait avant, mais aujourd'hui, ce n'est plus très efficace. Du moins, ce n'est plus aussi efficace qu'avant. Et pas sur tout le monde. Il y a des gens sur qui cela fonctionne, mais il y a des gens, la plupart maintenant, sur qui ça ne marchera pas. Donc, restons dans la bienveillance, restons dans la courtoisie, mais soyons avant tout professionnels. Oh. Merci beaucoup, docteur Patron, pour ces réflexions enrichissantes sur votre style de leadership et surtout votre influence sur les autres. Hein. On voit maintenant, on comprend votre expérience souligne l'importance surtout. Hein. Vous avez mis un élément clé là-dessus de l'importance de partager des connaissances, le partage de connaissances et surtout d'inspirer toutes les personnes autour de vous, aussi les jeunes professionnels. Bon, à présent, j'aimerais aborder les leçons que vous avez tirées de cette année d'engagement dans la logistique. On sait que chaque parcours est jalonné d'enseignements et je suis sûr que nos auditeurs aimeraient en apprendre davantage sur les conseils que vous pourriez leur donner. Quelles sont les leçons les plus précieuses que vous avez apprises au fil de votre carrière et comment voyez-vous l'avenir de la logistique à l'aube des nouvelles technologies? Alors, le conseil le plus précieux que je puisse donner à quelqu'un qui choisit d'embrasser ce domaine, c'est le réseau. Qu'est-ce que j'entends par réseau? Voilà, le benchmarking, le réseautage, avoir un portefeuille de connaissances assez élaboré. Il faut savoir, par exemple, où est-ce que je peux trouver telle pièce, quelle personne je peux contacter pour dépanner. Cela est important. Il nous est arrivé d'avoir des pannes où on était extrêmement bloqués. Je fais une petite photo, j'envoie le schéma électrique dans le WhatsApp groupe des anciens de l'institut où j'ai été formée. Et même pas 30 minutes après, j'ai un tas d'ingénieurs qui répondent et qui me disent, voilà, as-tu pensé à telle approche? As-tu pensé à ci ou ça? Donc, c'est un peu comme ça que cela fonctionne avec le réseau.
Mhm. Quand vous avez besoin, par exemple, d'avoir un catalogue, un outillage, vous ne savez pas, vous prenez le téléphone et vous appelez un contact. Je vois Ouais. certains qui, une fois sortis de l'école, coupent le contact avec les autres. Parfois, ne veulent même plus jamais entendre parler de l'école. C'est bien, parce qu'il faut savoir se détacher, couper le cordon ombilical. Mais Mhm. voilà, il ne faut pas non plus totalement abandonner. Et Ok. parfois, c'est une grave erreur parce on a du mal à avancer sans le réseau. Je fais partie de plusieurs associations, que ce soit pour la prise de parole en public. Je fais partie de WILA, qui est l'association des femmes leaders de la logistique en Afrique. Je fais partie, je peux en citer, hein. En fait, c'est Ouais. tout ce réseau qui nous aide et nous accompagne parce que en Afrique, on le dit, hein, une seule main n'attache pas le fagot de bois. Il faut plusieurs mains. Et Ouais. vous ne Comme on pouvez pas réfléchir dit, tout seul. seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. C'est exact. Ensemble, on va plus loin. Et parfois, c'est un cercle et un réseau et un monde extrêmement petit. On se rend compte qu'on a des connaissances, on a des gens, on se connaît tous les uns les autres. Donc, le plus précieux enseignement, c'est le maintien du réseau, le maintien et le respect du réseau. Il ne faut pas seulement aller voir le réseau lorsqu'on a besoin d'aide, hein. Lorsque le réseau fait appel à nous aussi pour aider, c'est la loi de la tontine. Il faut apprendre aussi à aider les autres lorsqu'ils sont dans le besoin, pas seulement attendre que la main soit tendue. Il faut chercher aussi un mentor et des figures assez proches auxquelles on s'identifie. Vous savez, professionnellement, les humeurs, parfois, on n'est pas toujours au top. Parfois, on a des moments de doute, des moments d'incertitude. Et lorsque vous avez quelqu'un qui est déjà passé par là, qui peut vous rassurer, qui peut vous donner la conduite à tenir, je vous assure que parfois vous êtes requinqué. Vous voyez, les plus grands leaders, à un moment de leur vie, n'ont pas toujours été au top. Parfois, ils ont eu des profonds doutes sur leurs compétences, sur leur avenir, sur leur réalisation, le Ce syndrome qui de est humain, l'imposteur. ce qui est humain. C'est tout à fait humain. Mhm. Donc, si vous n'avez pas une main secourable ou un mindset assez fort, le mindset dont on a parlé au début, Mhm. parfois vous pouvez sombrer dans la dépression et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à Docteur Pachon? Qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Kamer? Mais pourquoi pourtant lui qui était ici? Et on n'accompagne pas parfois nos figures. Et Mhm. nous sommes tellement friands de scandales, et je ne sais pas pourquoi les gens aiment voir le déclin des autres. Lorsque vous commencez à décliner, ne vous inquiétez pas, on va savonner la planche pour que vous décliniez encore plus vite. Du coup, il Ouais. faudra avoir un bon réseau, des amis secourables, un très bon entourage. L'entourage, il faut le nettoyer. Je vous assure, je n'hésite pas à supprimer de mes contacts des gens qui qui ne m'apportent pas une énergie positive. Vous avez des gens, chaque fois que vous les appelez, chaque fois que vous les contactez, vous avez l'impression que toute la misère du monde s'abat sur eux. Ça va sur moi. Bonjour, ta mère, comment ça va ce matin? Oh non, mais vraiment, je vous assure, mon oncle, il ne m'aime pas, ma tante a fait ci, mon patron a fait ça. Mais vous avez l'impression que ces gens, c'est que des problèmes. Je prends mes distances et je me déconnecte parfois temporairement. Pas parce que je n'aime pas la personne ou parce que je n'affectionne pas la personne, loin de là. Mais parfois parce que j'ai besoin Faire des d'énergie choix. positive. Mhm. Voilà. J'ai besoin de faire des choix. J'ai besoin de cette énergie positive pour aller de l'avant. Et vraiment, ce genre de personnes, c'est pas des gens appelés le lundi matin. Parce que là, ça vous casse toute la semaine. Alors, ce genre de personnes, je me dis, bon, le jeudi ou le vendredi avant les bruits, je peux Mhm. appeler la personne pour dire, oui, comment ça va? Là, raconte-moi toute ta misère. OK, mais voilà, on est le vendredi. Et après, et J'ai après, je le peux temps de m'évader. digérer. Hein, je peux. Tout à fait. Après, je peux m'évader. Mais si vous avez dès le lundi matin quelqu'un qui vous dit, bon, écoutez, ça va pas, je suis endetté jusqu'au cou, la banque m'a envoyé la cinquième relance, mon bailleur, il a menacé de me mettre dehors, ma femme a menacé de me quitter. Je dis, mais attends, il ne vit que de menaces, que de bruit. Bon, la personne, il faut faire une prise en charge et assister la personne. Il ne faut pas laisser tomber. Mais Mhm. de grâce, ne venez pas me voir avec ce genre de choses le lundi matin. C'est J'ai ça. besoin d'énergie positive parce que j'ai aussi ma part de problème. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Super. En fait, nous sommes, comme quelqu'un l'a si bien dit, nous sommes en fait la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons constamment. Donc, il est Tout important à fait, Cameron. C'est exact. de faire des bons choix parce que ce qui suit dépend forcément de nos choix, en quelque sorte. Donc, nous voici dans
les bonnes choses finissent parfois très rapidement. Nous voici à la fin de cet épisode d'Impulsion et je tiens à remercier chaleureusement le docteur Patron pour son temps et sa générosité dans le partage de son expérience. Votre parcours, marqué par des défis surmontés et des réalisations remarquables, nous rappelle l'importance de la passion, du leadership et de l'engagement dans nos vies professionnelles. Bon, maintenant, avant de nous quitter, euh, j'aimerais bien que vous donniez un dernier message, déjà, pour tous nos auditeurs qui envisagent une carrière dans la logistique, mais surtout, un message pour des jeunes filles hein, qui vous écoutent. Alors, merci, Kamer. À mes jeunes consoeurs qui m'écoutent, à mes jeunes camarades, même des jeunes confrères, hein, qui ont besoin de se lancer dans la logistique ou dans quelque métier que ce soit, n'y allez pas au hasard. Même si vous n'avez pas des prédispositions pour faire une activité, je l'ai dit à l'entame, au Cameroun, on fait ce qu'on voit, pas forcément ce qu'on aime ou ce qu'on veut. N'hésitez pas à vous former. N'hésitez pas à demander de l'aide, à tendre la main, à apprendre. Évitez d'aller dans une structure, même si vous avez été recommandé, on va vous dire oui, c'est un tel qui vous amène, etc. Une fois que vous êtes entré et que vous avez tenu votre contrat, formez-vous, bousculez, boxez pour arriver jusqu'au sommet. Mettez-vous dans l'apprentissage continu parce que le monde avance et si vous ne vous formez pas, vous allez stagner et comme le dit l'adage, qui n'avance pas recule. Donc, formons-nous, apprenons ensemble et ne lâchons rien. Voilà ce que je voulais partager. Merci encore. Merci infiniment, Dr. Patron, pour cette discussion enrichissante. Merci beaucoup. Merci à vous, Kamer. Pour nos auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à Impulsion pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Restez curieux, continuez à apprendre, comme l'a si bien dit le docteur, et souvenez-vous que chaque pas que vous faites peut vous mener vers de grandes réalisations. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous inspirant sur Impulsion. Bye bye. Au revoir et à bientôt.